Jackie, je vais vous présenter justement, étant donné que vous serez la conférencière pour les prochaines 45 minutes. Jacqueline Vachon est directrice associée pour Dialogue McGill. Elle a travaillé aux États-Unis et au Canada pour fournir des évaluations neuropsychologiques de la thérapie. Elle a publié des articles évalués par des pairs dans divers domaines. Elle compte plus de 10 ans d'expérience en gestion de la recherche dans le cadre de projets menés notamment à l'Université Yale, l'Université du Minnesota et l'Université McGill. Jackie est très diligente par rapport à son apprentissage. Elle est arrivée des États-Unis il y a quelques années et elle apprend le français et utilise le français magnifiquement. Alors, Jackie, vous allez nous parler de Dialogue McGill, des initiatives en cours et des orientations futures. Merci, Carmen. Merci. I'm going to share my screen now. Je vais procéder au partage d'écran. Et voilà. Did that work? Voilà, ça fonctionne? Oui. Great. Oui, bonjour. Je suis directrice associée de Dialogue McGill. Comme professeur Loisel a expliqué, j'ai immigré au Canada des États-Unis et avant j'ai immigré, j'ai compris juste 5 mots en français. Bonjour, merci, soupe de jour. C'est pas très utile pour une personne pour un travail ou habiter au Québec. Mais grâce à la patience du professeur Loisel et aussi grâce au programme comme Dialogue McGill, j'apprends la langue bit by bit. This is actually my first time publicly speaking in French. C'est la première fois que je m'exprime publiquement en français, alors merci beaucoup de votre patience, de votre indulgence avec mon accent états-unien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dialogue McGill. Alors que je parlais français, je pensais à ce que M. Andrew Ryder a dit hier. Il avait mentionné donc, les anxiétés liées à l'usage d'une deuxième langue en public et c'est tout à fait ce qu'il veut dire. À Dialogue McGill, nous voulons vraiment être accessibles. Nous voulons que tout le monde se sente à l'aise. Nous avons une équipe bilingue, alors vous êtes tout à fait les bienvenus de vous adresser à nous en français ou en anglais selon votre choix. Nous avons également quelques membres du personnel qui parlent d'autres langues. Je pense qu'on a le mandarin et l'espagnol. Il est possible qu'on puisse vous accommoder aussi si vous parlez une langue autre que le français et l'anglais. L'équipe de Dialogue McGill est assez nouvelle, même si Dialogue McGill existe depuis 2004. Madame Loisel s'est joint à Dialogue McGill pendant la pandémie, au tout début. Et moi, je suis devenue directrice associée en avril de cette année. Nous sommes constamment impressionnés par la résilience et l'innovation que nous observons chez nos partenaires en financement, nos partenaires financiers, donc la recherche pendant la pandémie, avoir des formations linguistiques en ligne efficacement, tout ça. C'est l'une des choses qui m'a frappée lorsque j'ai pris mon poste chez Dialogue McGill, cet aspect de l'innovation chez nos partenaires. Et voilà, le fait de pouvoir se débrouiller pendant la pandémie, de continuer de fournir les services dans les communautés de langues officielles. Alors, je veux vous présenter un peu Dialogue McGill, nos 3 volets de programme, nos objectifs. J'aimerais parler aussi de notre orientation future pour Dialogue McGill. Bien sûr, vous pouvez me poser des questions par le clavardage. Voici un survol. Je vais
dresser un peu l'histoire de Dialogue McGill. Je vais parler des 3 programmes et de leurs objectifs. Ensuite, notre site web, des événements à venir. Nous avons aussi un sondage post-conférence que je vais mentionner. Euh, Je vais vous donner des coordonnées par rapport à ça pour nos programmes et voilà. Alors, Dialogue McGill n'aurait pas été possible sans l'appui de Santé Canada. Alors, Santé Canada a lancé le programme en santé en langues officielles en 2003. L'idée est d'améliorer l'accès à la santé et aux services sociaux en langues officielles. Nous avons donc des organisations sœurs. Le groupe ici, le bureau qui gère donc ce programme de grande envergure, a donc de l'information sur le site web de Santé Canada. On pourrait mettre le lien donc, dans la fenêtre de clavardage. Nous sommes devenus donc récipiendaires de fonds en 2004. Nous avions autrefois un très long nom, il me semble. Donc, maintenant, on a rendu ça un peu plus simple. Dialogue McGill, et voilà. Nos principaux objectifs, donc depuis 2004, se concentrent sur la formation linguistique, le recrutement et la rétention de professionnels en santé et services sociaux et de la recherche sur les communautés de minorités linguistiques. On en a parlé un peu dans les présentations hier. Alors, on va passer un peu plus rapidement là-dessus. Le programme ou le volet recherche est là pour appuyer financièrement diverses initiatives au Québec sur des données probantes pour voir comment améliorer l'accès pour les minorités linguistiques québécoises. Alors, premièrement, nos programmes de formation linguistique. C'est le volet le plus important de ce que nous faisons, les cours de langue. Nous aidons les professionnels à avoir des cours de langue. Cela peut prendre il y a différentes formules, bref. Donc, des cours de langue, des groupes de conversation. Nous avons aussi des groupes communautaires qui ont des clubs, des cafés auxquels les gens peuvent se joindre afin de s'exercer dans une langue ou l'autre. Nous avons des cégeps aussi qui offrent des formations pour les élèves, les étudiants en milieu clinique ou de laboratoire. On se concentre aussi sur les cours de langue aux étudiants parce qu'on veut s'assurer que les étudiants soient intéressés à rester au Québec par donc leur bonne maîtrise des 2 langues et bien sûr réussir tout examen de langue nécessaire pour pratiquer leur métier au Québec. Nous avons aussi des programmes plus précis par rapport à la formation linguistique. Nous avons aussi des répondants dans diverses institutions. Nous comptons 26 institutions qui reçoivent un budget chaque année pour recruter des gens pour faire des cours de langue, donc que ce soit des travailleurs sociaux, du personnel infirmier, toute personne qui est appelée à travailler avec des minorités linguistiques et avec le public en général. Donc, pour améliorer leur maîtrise du français ou de l'anglais, principalement de l'anglais. Il s'agit de programmes précisément pour les soins de santé et services sociaux. Il y a une enveloppe associée à ces cours de langue en particulier. Si on souhaite avoir plus de ressources, nous pouvons mettre sur pied un projet ponctuel
potentiellement avec donc un financement lié à ce projet. Comme je l'ai mentionné, ce sont les institutions qui recrutent et sélectionnent les participants en fonction d'un budget annuel prédéterminé. La plupart de nos cours sont offerts sous l'égide du programme Anglais Santé. Certains d'entre vous connaissez sans doute ce programme où il y avait travaillé. Le contenu du cours n'est pas donc comment commander dans un restaurant, mais en fait, on travaille pour avoir un contenu spécialement adapté au milieu clinique, hospitalier, etc. Nous avons des cours niveau novice, intermédiaire et avancé. Nous avons des modules en ligne accessibles en tout temps. Nous avons aussi un cours de conversation complémentaire de 16 heures. J'ai inclus le lien sur la diapo, mais voilà, on peut peut-être aller mettre le même lien dans la fenêtre de clavardage, s'il vous plaît. Nous offrons aussi des cours par le truchement des cégeps. Ces cours s'adressent aux professionnels et aux étudiants. Je vais élaborer là-dessus dans un instant. En gros, l'idée est d'avoir donc un test de placement pour déterminer le niveau de maîtrise d'une langue et ensuite on recommande un cours au niveau approprié. On discute avec nos conseillers, notamment pour avoir une sorte de guide pour les étudiants dans ces programmes par rapport à quel niveau de maîtrise de langue est nécessaire dans tel métier. Nous avons reçu d'ailleurs une proposition de projet très intéressante d'Anne Martel. Je vais la mentionner un peu plus tard, mais ce projet se concentre sur l'appariement entre un métier donné et le niveau de maîtrise de la langue. Donc, ça peut être différent si on est à la réception versus personnel infirmier. Je sais que M. Ryder en a parlé. Il y a des professions où, à titre de professionnel, on n'est pas à l'aise de parler à quelqu'un. Par exemple, ici, dans un cadre de thérapie, de psychothérapie, moi, je ne serais pas à l'aise, certainement, même si je peux avoir une conversation ordinaire avec quelqu'un en français. Alors, s'il y a des gens qui s'intéressent à ce type de cours ou intéressés voilà, à titre personnel ou organisationnel, vous êtes les bienvenus de communiquer avec nous, avec Dialogue McGill. Vous pouvez également contacter vos gestionnaires pour les mettre en contact avec nous et à ce moment-là, on pourra organiser le tout. Comme j'ai mentionné, on a également des groupes de conversation. Il y en a 23. On a des initiatives donc dans ce type de domaine. On a notre programme de formation en langue spécifiquement pour les étudiants de McGill. Il y a différents ateliers offerts à l'extérieur du Québec et ceux qui sont présents au Québec, on a besoin que les gens subissent des examens en français et en anglais pour recevoir leur diplôme de pratique. Et donc, le programme de formation en français, ce sont les cours qui sont offerts aux étudiants de McGill pour s'assurer qu'ils sont prêts à leur examen. On a également des cours de français en plus de ces ateliers et tout ça, c'est offert par Dr. Ariel Mercado. Je pense que j'ai déjà vu son nom à un moment donné pendant la conférence. Donc, j'ai mis son courriel. Si jamais vous voulez vérifier si vous êtes admissible à un de ces programmes auprès de lui. Pour revenir à l'école du programme continu, donc
C'est le programme le plus grandement financé à McGill. J'ai mis des chiffres. Ça inclut les inscriptions depuis le financement avec de Santé Canada de 2018. Et je ne sais pas si Ron est là, donc il m'a envoyé un courriel hier soir. Il me dit, ah, nous voici avec les chiffres pour 2021-22. C'est très élevé avec 1681 et pour les périodes ne sont pas encore complétées, bien sûr. Donc, vous allez pouvoir que les projections sont à peu près 1311 projetés qui ont pris donc les cours en anglais. On a également Dialogue McGill qui a financé certains de ces projets, donc qui insistent sur des activités qui se tiennent en anglais pour les services essentiels à travers le Québec. Et j'ai fait plusieurs projets spéciaux également. Donc, il y a eu 10 demandes de projets spéciaux et donc les autres ont été financés. En plus de ces formations en langue formelles, il y a également donc des services de santé sociaux aux institutions, par exemple pour les réseaux communautaires dans les 2 dernières périodes d'avril à novembre. On a tenu différents clubs de conversation. Il y avait à peu près 50 personnes qui participaient, donc 50 personnes des professions de soins de santé et services sociaux. On avait également des activités de formation en langue anglaise pour les francophones. Les étudiants en santé et services sociaux, il y avait 142 donc étudiants en soins infirmiers qui ont reçu du mentorat en français pendant les scénarios laboratoires. Et ça, c'est un des trucs innovateurs dans lesquels on s'est engagé avec nos étudiants. Le centre de formation en français, donc c'est pour des études de français poursuivies. Donc, on vous donne une mise à jour. Donc, on vient de fermer ça. Donc, on insiste principalement sur l'anglais parce que c'est la langue minoritaire au Québec, mais on réalise qu'il y a des gens en soins professionnels de santé et services sociaux qui voudraient rester au Québec. Et donc, si on offre de la formation donc, à ces gens-là en français. Au centre de formation de langue en français dont je vous ai parlé. Donc, ce sont les cours du docteur Ariel Mercado sur lesquels il travaille. Et j'ai mis une petite astérisque pour 2020-2021. Pendant la pandémie, c'était un peu plus difficile de s'inscrire dans les cours, mais ça semble bien aller dans l'ensemble. Une des choses qu'on voudrait faire pour le programme de formation en langue, c'est de vous donner une idée de voici ce que l'on fait à date et ce sur quoi on devrait insister. Est-ce que ces cours de langue est-ce qu'ils ont vraiment l'impact voulu? Est-ce qu'on doit aller chercher des réseaux communautaires, des répondants, les représentants MSSS et identifier les positions qui ont de plus besoin de bilinguisme et qu'on devrait cibler? On a des programmes de bourses pour dire, par exemple, pour le programme de bourse, quel soins de santé ou service social, quelle profession a vraiment besoin de ça? Et donc, on offre nos rétroactions au niveau du ministère. C'est très important pour donc la formation de nos programmes.
Et donc, de plus en plus de programmes fournira de l'information là-dessus. On veut également s'assurer d'élaborer des consignes basées sur les preuves probantes pour la maîtrise de la langue, le niveau de maîtrise. Et donc, ce sont des consignes qu'on peut donner à travers nos 26 institutions à travers le Québec pour leur donner des lignes directrices et vous dire voici les niveaux de langue requis pour un type de données ou de prodigueur de soins et un autre ici à McGill et au Cégep. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour offrir une enveloppe à présenter à chacune de nos institutions et pour faire les tests et les évaluations pour voir après, est-ce qu'on a besoin d'ajuster les choses? Est-ce qu'on a besoin de ça? On veut également avoir un forum avec les répondants en travaillant de pair avec le ministère des Services sociaux. On a des outils en ligne qu'on voudrait mettre à jour et on a seulement des copies papier qu'on en fait parvenir par courrier. Donc, on veut aller de l'avant avec ça, numériser donc et mettre ça en ligne et insister sur différents comptes et évaluer et développer ces choses-là aux gens et donc d'extensionner la formation en langue. Donc, notre contact principal serait Daksha. Elle est l'agente de formation, du programme de formation. Donc, vous avez son courriel, vous pouvez toujours la contacter si vous avez toute question. Elle sera très heureuse de vous répondre. Maintenant, on passe à notre programme de recrutement et rétention. Alors, ce programme fournit des initiatives pour la fidélisation des gens diplômés récemment en leur fournissant des services bilingues. On essaie de les habiliter à se mettre en partenariat avec des réseaux communautaires. Donc, il faudrait essayer de voir à quel professionnel se présenter. Et on a également un programme de bourse, des internats étudiants et superviseurs en soutien, des initiatives de financement également. Et pour vous donner des chiffres ou des informations quant à ce programme, à chaque année, on a à peu près 50 étudiants qui ont qui ont eu des bourses en échange pour une année de travail post-diplômé dans un CIUS ou un CIS. Et ça a été un excellent programme. Nous allons offrir des mises à jour là-dessus, mais les réseaux communautaires ont fait un excellent travail. C'est probablement le grand nombre d'inscriptions en 2021. Merci à Richard Hegel et Andrew également qui a beaucoup aidé à clarifier le processus d'inscription. Il y en a juste un maintenant par position 3 avec des délais auparavant. Donc, on aimerait avoir de la rétroaction sur cette inscription une fois par année. Voilà les 23 réseaux communautaires qui travaillent avec 26 institutions basées au Québec en santé et services sociaux qui font un excellent travail. Comme Gail en a parlé, constituer une banque de données et des placements en travail post-diplômé. Et donc, ces réseaux communautaires sont ceux qui recrutent les différents étudiants de nos programmes. Ils révisent les inscriptions, ils font des recommandations aux étudiants et ils soumettent ces inscriptions à Dialogue McGill. Je pense qu'on en a reçu 68 cette année. Et Dialogue McGill a un comité de révision où on révise ces inscriptions et décerne autant de bourses qu'on a les moyens
aux étudiants appropriés. On a également un programme de bourse ciblé qui vise à garder les étudiants en le service. Donc, on essaie de garder tout ce matériel. On a également des projets éducatifs, des partenaires et dans d'autres organismes communautaires dont j'en ai parlé hier. Ils peuvent donc aider à retenir les gens. Il y a également une composante de formation en conversation avec les cafés. Le professeur Calasta qui est là au comité, Caroline Nestor, pardon, et ça fournit une excellente occasion de discuter, de déterminer les besoins en fidélisation des étudiants avec Dialogue McGill, et il y aura donc différents appels qui peuvent être distribués aux différents programmes. On est en train de chercher un représentant de faculté à l'heure actuelle en psychologie. Donc, si quiconque est psychologue dans un poste de faculté, on vous invite à leur offrir nos coordonnées. On a également des internats pour les étudiants et supervision pour le placement. Donc, c'est un programme de recrutement, de fidélisation des différentes écoles. Les écoles sont responsables pour rassembler ces inscriptions et fournir ça à McGill, à l'équipe de McGill. Et donc, on les analyse et on regarde, regardez cette personne qui va être placée dans la région de Québec pour faire leur internat, et il y aura du remboursement de bourses pour donc les transports, et on verra qui recevra des remboursements pour cette année-là. Aussi, le soutien, il y a un maximum de 5 000 remboursements. Et on a également des projets de réseau communautaire, ce qui est disponible pour ces activités. Et je voulais parler des réalisations accomplies depuis avril de cette année jusqu'au 30 novembre, ce qui était notre deuxième période de rapport. Ce sont les chiffres, donc on verra comment les 3 prochains mois se porteront. On a 48 de nos 60 demandes de bourses qui ont été approuvées. Les récipiendaires s'engageront à une année plus post-graduation de service. Et si vous êtes intéressé et approuvé pour du financement, on peut leur donner plus qu'une année de bourse. Donc, si un étudiant dit « Oui, moi, je serais ouvert à m'engager à 2 ans de service pour diplômés au Québec », ils peuvent recevoir une deuxième bourse. Et la bourse dépend du niveau d'éducation. Donc, les services professionnels, cégep, et les programmes universitaires. Donc, si les étudiants sont là, et ça semble être une bonne façon de vous soutenir financièrement pendant votre éducation, pendant que vous voulez rester au Québec et pratiquer, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous ou votre réseau communautaire, quel qu'il soit. Et si vous ne le savez pas, un de nos agents de recherche vous aidera volontiers. On a également donc 5 bourses ciblées et 14 programmes éducatifs. Et il y a 23 réseaux communautaires implantés
22 internats pour des étudiants, 6 étudiants, 2 superviseurs et qui ont reçu des internats, remboursement, du financement pour voyage et transport, machin. Et tout récemment, ça va s'extensionner, ce programme pour les internats à l'extérieur de McGill. Donc, par exemple, tout récemment, on a eu un groupe de Dawson qui a eu l'approbation pour des bourses et ça sera publicisé davantage parmi les différents groupes éducatifs à l'extérieur de McGill. Je pense que Régent va vous allez nous aider avec ça, n'est-ce pas? Oui. Les directions de l'avenir, on veut vraiment s'extensionner de différentes façons dans nos programmes. Donc, par exemple, lorsqu'on parle d'orthophonie, on a une enveloppe de budget juste pour ça, mais on voudrait essayer de voir quelles sont les autres professions requises en termes de fidélisation au Québec. La première étape, c'est qu'on va ouvrir ça aux écoles professionnelles de McGill. L'étape 2, on va ouvrir ça ailleurs au Québec dans les institutions où l'anglais est la langue d'enseignement. On offre également du soutien de traduction pour nos partenaires éducatifs. Ça fait partie du mandat de Dialogue McGill. Et nous sommes également intéressés pour tous nos programmes à des rétroactions, à savoir est-ce que ces programmes rencontrent les besoins, surtout comme on veut les renouveler en 2023 avec les parents. Nancy est notre agent de recrutement et fidélisation. Elle est très occupée depuis septembre à répondre aux questions, à faire des rapports. Donc, vous voyez son courriel, vous pouvez la contacter pour toute question que vous puissiez avoir quant au programme de recrutement. On est très heureux de l'avoir. Le programme de recherche et développement. Donc, ce programme de recherche, et laissez-moi savoir si ça va pour le temps, là. Ça va très bien en date. Très bien, merci. Donc, pour notre programme de recherche, nous soutenons la recherche et nous travaillons avec des partenaires, pas seulement à les soutenir financièrement, mais également en les aidant à mettre en œuvre des infrastructures et soutiens pour différentes initiatives qui traitent des relations entre la langue et l'accès aux services de santé et sociaux. Et on a des étudiants qui sont disponibles et on essaie de donc travailler avec nos partenaires à mettre en œuvre leurs projets et voir ce qu'on peut faire à l'interne pour les soutenir. Et également un programme d'évaluation et de satisfaction à travers tout Dialogue McGill et tous ces programmes. Parce que c'est une chose de dire, oui, on va faire la formation, puis le programme de rétention, recrutement, mais c'est une autre affaire de dire, est-ce que ça fonctionne effectivement? Et où est-ce qu'on peut s'améliorer? Une des choses, lorsque Carmen et moi avons commencé à McGill, c'est que nous avons remarqué par le passé, McGill avait financé d'excellents projets, mais certains des projets de recherche n'avaient pas vraiment besoin de ce mandat-là, c'est-à-dire d'examiner comment on pouvait améliorer l'accès aux services aux anglophones au Québec. Et donc, 2021 à 2023, on veut donc adapter notre mandat et voir qu'il examine vraiment il touche vraiment cette partie de la population. Et puis, donc, on a la recherche pour les étudiants, la conférence annuelle et on verra dans une seconde la partie évaluation. Les réalisations, je pense que ça va bien avec notre conférence. Je peux dire qu'il s'agit d'une réalisation déjà. On a Dr. Tyler Brown hier qui a parlé d'un projet de fidélisation qui examine les obstacles et les mesures incitatives pour que les étudiants restent au Québec après leur graduation.
Et ces résultats, non seulement nous seront communiqués à tous nos partenaires et nos parrains, mais on veut utiliser ces résultats pour améliorer notre programme de recrutement et de fidélisation. Également, on va utiliser d'autres programmes et d'autres données qu'on a vues partagées par différents partenaires pendant la conversation, comme John Abbott, qui ont fait des sondages à ce sujet également. Notre programme de recherche, de façon typique, a un appel pour 2 années de financement. Et on a fait 2 appels cette année. Le premier était pour 2 années de projet et l'autre 4. Et par ça, les projets se sont poursuivis et ils ont reçu donc des allocations pour leurs projets également. Et Dr. Lazelle et moi, on a vu qu'on a communiqué avec Santé Canada, ils nous ont donné des idées qu'il y a vraiment un besoin de se centrer sur la santé mentale. Donc, on voulait avoir un projet sur 2 ans et avec notre projet, on a pu mettre sur pied 2 nouveaux projets en santé mentale et un étudiant a reçu donc des allocations pour un projet de recherche. Et on veut avoir un lien entre nos partenaires en termes de formation, fidélisation, recherche, et puis s'assurer que tous les partenaires autour soient bien avisés. J'ai déjà mentionné, on veut insister plus sur les besoins anglophones de la collectivité. On veut avoir des initiatives d'impact et de satisfaction de programmes. Donc, on veut que le groupe nous donne des données à utiliser et on est en train, avec Jonathan Cavallero, notre agent de recherche, travaille sur des initiatives de satisfaction également. On va démarrer un programme au cégep sur le français et puis on va l'extensionner sur toutes les initiatives. Donc, il va y avoir une composante de recrutement pour voir le niveau de satisfaction et comment mieux identifier les besoins. On soumettra ça pour le renouvellement à Santé Canada. Anne Martel a soumis un bon projet. Notre équipe de recherche va travailler en collaboration avec elle à créer des profils linguistiques pour la profession en santé et de voir les cours qui sont offerts pour que ce soit très clair à nos 26 institutions où on recrute les participants en formation en langue. OK, si vous êtes une infirmière et vous êtes placé à tel niveau, vous avez probablement besoin de 2 autres cours pour vous sentir à l'aise pour travailler avec votre population. Et puis, d'évaluer ça. Et puis, donc, on a des grands plans pour ça. Et on est également intéressé à recevoir de la rétroaction pour des chercheurs, des membres communautaires, pour financer les appels aussi, de travailler avec des projets avec McGill. S'il y a des institutions qui peuvent s'intéresser à piloter ce projet avec nous, on vous invite à rejoindre Dr. Caballero. Et je pense que c'est un des principaux intéressés dans ce projet. Donc, on veut travailler avec nos partenaires. C'est vraiment pas au sujet de de nous dire quels sont les besoins. On veut entendre ça des gens et des collectivités sur le terrain qui savent ce qui ne fonctionne pas, puis nous aider à améliorer nos programmes. On a également commencé une liste de chercheurs sur les universités et les hôpitaux qui vont réviser les inscriptions de financement qu'on a reçues, par exemple, pour les appels de santé mentale qu'on a reçus. Donc, on vous invite encore une fois à communiquer avec Jonathan si vous voulez vous joindre à cette liste. Et vous verrez, vous pourrez décrire votre expertise et voir où vous vous sentez à l'aise d'agir. Et voilà, donc les informations pour Jonathan Caballero.
Et Jonathan a des antécédents en psychologie également, donc très informatif pour nous aider avec les appels, les initiatives d'appel en santé mentale. Et je crois que c'est à dire que Dr. Caballero nous a beaucoup aidé sur l'aspect technologique de cette conférence. On a également un sondage sur la conférence. Peut-être que Jonathan, tu pourrais mettre ça dans le clavardage, le lien. On aimerait bien avoir vos rétroactions sur la façon dont le programme s'est déroulé. Également, si vous avez des sujets à discuter pour la conférence de l'an prochain, s'il y a quoi que ce soit, des commentaires sur des problèmes techno. J'ai parlé à l'équipe technique et elle a dit qu'il y avait un appel au téléphone après une couple de secondes. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes. Les gens sont assez à l'aise. Mais si vous avez des enjeux technologiques, on t'intéresse à savoir si tout a bien fonctionné ou pas. Donc, on lance un nouveau site Web. Je trouve que le site Web actuel n'est pas très facile à utiliser lorsque j'essaie d'utiliser le site en avril. J'essaie de trouver l'information sur notre site et ce n'était pas facile. Donc, on va en créer un nouveau qu'on va offrir. Je pense que ça sera en février ou mars, quelque part par là. Et j'aurai des informations, des ressources. On veut vraiment centraliser ça et numériser toutes les ressources. On sait que les réseaux communautaires ont créé d'excellents contenus. Donc, on va travailler avec eux et voir s'ils sont à l'aise de mettre sur notre site Web. Mais ça sera beaucoup plus convivial. Et donc, on cherche également, une fois après le lancement du site Web, d'obtenir vos rétroactions. Si ça vous intéresse, si vous voulez vous porter volontaire pour donner votre rétroaction, on les recevrait bien. Les nouveaux appels de financement, on extensionne nos appels de bourse actuels. On les met à jour. Donc, on aura des nouveaux formulaires pour ça. Et donc, on va vous envoyer un courriel là-dessus. Et on voudra rencontrer les institutions de santé au sujet de réduire nos programmes en formation de langue. Également, notre série de forums sur les réseaux communautaires, probablement en mars, autour du prochain appel sur le programme de bourses. Et des sujets tentatifs seront donc les programmes de bourse, les activités de langue, les besoins en recherche communautaire et les ressources pour partenaires. On aura également envoyé un sondage pour les sujets qui devraient être inclus. Voici de nouveau notre équipe. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, toute suggestion aussi. Et voilà, j'aimerais remercier l'équipe de Santé Canada. L'ensemble de nos activités ne serait pas possible sans le soutien de Santé Canada. Merci beaucoup. Et voilà, je vais terminer là-dessus. Avez-vous des questions? Merci beaucoup, Jackie. Vous avez fait un excellent travail pour donner les explications avec chaque volet, chaque programme. Je vais commencer par quelque chose qui est peut-être plus facile et ensuite d'autres questions. Donc, par rapport aux cours de langue, est-ce que vous considériez avoir des cours qui soient plus courts et aussi des cours un peu d'initiation, donc à un niveau plus bas qu'un niveau débutant?
Eh bien, ce genre de rétroaction, c'est exactement ce qu'on souhaite avoir. Daksha, est-ce qu'on peut prendre en note, s'il vous plaît, par rapport à cela, pour avoir une version de formation écourtée? Et aussi, oui, un cours de langue niveau très débutant. Alors, pour le moment, nous avons un programme qui est pour les avancés, pardon, pour les débutants, mais si vous êtes comme moi, vous parliez seulement 5 mots de français, euh, ça ne fonctionne pas. Mais on doit équilibrer différentes choses. Premièrement, quel est notre objectif pour les cours de langue? Est-ce qu'on veut former des gens en santé, services sociaux et la communication dans ce milieu? Ou est-ce qu'on veut les prendre dès le premier niveau, le plus novice? Est-ce qu'on prend les gens qui veulent apprendre comment dire pomme et d'autres mots très simples? C'est un équilibre. Et effectivement, ce sera discuté à notre prochaine réunion. Merci. Terry Kaufman, si vous nous entendez, j'aimerais m'assurer que l'on puisse bien répondre à votre commentaire. Est-ce que vous voudriez bien activer votre micro et nous faire part de votre commentaire? Terry Kaufman, vous êtes là? Yeah, just one sec. Sure. Oui, une seconde. So my question is relatively Ma question est relativement simple. Sarah Bowen en a parlé. C'est simple, mais c'est complexe à la fois. Alors, en gros, la conclusion de Sarah, après avoir travaillé là où elle a travaillé, c'était que le leadership des systèmes publics de santé doivent comprendre qu'il y a un coût plus grand dans le fait de ne pas prester les services de communication efficaces. Si on ne fait pas ça, donc, on entraîne un coût plus grand, que ce soit donc pour les médecins, pour le reste du système. Et aussi pour les interprètes à cause de d'essais, de temps improductifs, de complications médicales. Bref, elle en a parlé hier. I think in her last slide, Je pense que ce qu'elle avait montré dans la dernière diapo, c'était quelques points donc par rapport à une présentation de la Régie de santé de Winnipeg. Donc, ne pas agir coûte plus cher que d'agir. En gros, c'était le constat. Ma question donc, les organisations ici, donc Dialogue McGill, etc., que font ces organisations pour prouver cet aspect, donc prouver qu'il est plus rentable d'intervenir avec des intervenants, des professionnels qui parlent la langue de l'utilisateur ou utiliser des interprètes formels et formés. Je me pose des questions par rapport au cadre législatif. Je siège sur divers comités par rapport notamment aux services en langue anglaise. Donc, vraiment, c'est là un fondement du côté du ministre de la Santé. Ils doivent utiliser les articles 1.5 et 8 de la loi sur les soins de santé. Et ça vient décrire exactement ce qu'a dit Mme Sarah Bowen dans ses conclusions par rapport à la rentabilité et par rapport aux nécessités légales. Donc, au fond, ma question, c'est est-ce que cette rentabilité a été présentée au gouvernement? Moi, je n'ai pas été témoin de ça. Et jusqu'à ce que ce soit fait, je pense qu'on sera que ce sera difficile d'avancer. La clé ici,
c'est qu'on parle de 50 milliards en soins de santé dans la province et c'est le leadership du système de santé publique qui doit comprendre que c'est plus rentable de prendre la responsabilité d'une communication efficace euh, et que voilà, ce sera bénéfique par rapport à ne rien faire. Alors, si quelqu'un a fait des travaux là-dessus, j'aimerais vraiment le savoir et sinon, j'aimerais vraiment voir cela. Et notre comité auprès du ministère n'a reçu offre aucune présentation de ce type. Ah, c'est effectivement un sujet très important. Jonathan, est-ce qu'on pourrait prendre une note là-dessus? Je pense qu'on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux analyses de rentabilité et ce qui a été déjà fait là-dessus. Je ne sais pas si l'information a été communiquée, si nous avons des données là-dessus et si l'information s'est rendue aux bonnes personnes. Donc, effectivement, c'est une grande question, hein. C'est quelque chose qui pourrait effectivement nous donner une belle impulsion. Si on peut démontrer cette analyse de rentabilité, je serais heureuse d'entendre Jennifer, Carmen, qui que ce soit qui s'y connaît particulièrement pour savoir que nous dit la littérature là-dessus, si nous avons des assises en la matière. Je crois que Dialogue McGill, euh, depuis des années, investit donc beaucoup en cours de langue pour les professionnels de la santé. Ça, c'était une décision basée sur certaines données présentées par Sarah Bowen. Donc, le plus gros de nos enveloppes se concentre sur l'enseignement, les cours de langue pour les professionnels de la santé. Certainement, nous avons discuté justement avec Mme Bowen les possibilités de proposer des initiatives concrètes là-dessus. Donc, ça s'en vient, mais évidemment, la première étape était de l'inviter à la conférence. Nous apprécions beaucoup votre commentaire. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait ajouter quelque chose là-dessus? Oui, Carmen, ici Jennifer, je suis très, très d'accord avec ce qui a été dit. C'est vraiment un facteur de motivation qui pourrait, qui pourrait vraiment nous aider pour avoir un meilleur accès aux services. Malheureusement, je ne suis pas au courant de travaux de recherche menés au Québec là-dessus. Je crois que Sarah, avec sa revue de la littérature, aurait des ressources là-dessus. Je pense qu'il y a des analyses de ce genre qui ont été menées aux États-Unis, mais à ma connaissance, pas au Québec, ou peut-être que Jim ou quelqu'un d'autre serait davantage au courant. Mais je suis très, très d'accord, ce serait un argument de force. Quelqu'un d'autre? Ah, j'ajouterais quelque chose là-dessus. Premièrement, Terry, je sais que vous avez soumis une opinion bien étayée au ministère de la Santé. Ça a couvert beaucoup d'aspects de l'accès. Je pense que ce serait intéressant pour l'ensemble du groupe ici. Alors, si vous le pouvez nous faire parvenir, donc un lien avec vos travaux, ce serait vraiment important. Je sais que vous travaillez très fort sur le point de vue communautaire et l'accès aux services de santé, services sociaux, notamment en anglais. Par rapport maintenant à la formule à utiliser pour que ces problématiques soient explorées, effectivement, c'est nécessaire pour avoir un bon point de vue là-dessus. Les structures qui nous mettent en lien, par exemple avec des entités régionales, tout ça, ce sont nos membres. Effectivement, c'est une sphère qui mérite notre attention
pour évaluer nos services. Un autre point, le guide que les prestataires de services ont développé ou ont reçu. Je sais que chacun est examiné et que des recommandations sont faites au ministre de la Santé. Mais voilà, on envoie ces plans pour approbation. Je pense qu'à ce moment-là, disons, je vais le formuler ainsi. Le potentiel, vous l'avez vu plus que nous, dans les plans qui ont été évalués. Donc, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui a été évalué dans cette question que vous nous posez. Peut-être que vous êtes dans la meilleure posture pour nous informer par rapport à comment aborder ces questions dans le processus d'approbation. Donc, si vous avez des recommandations, ça pourrait venir stimuler les intervenants, nous stimuler par rapport à notre rôle pour se faire entendre et pour mettre l'épaule à la roue pour l'accès. Merci beaucoup. Je veux prêter attention à l'heure. Je peux peut-être passer la parole à Marie-Brigitte par rapport à la table régionale de concertation. Nous allons donc prendre note de ceci, Marie-Brigitte. Jonathan ou Jackie, s'il vous plaît, prenez cela en note.